Comme Daniel l'a précisé juste précédemment, il y a différentes stratégies qui sont actuellement encore en cours d'étude pour contribuer donc à une meilleure gestion de la douleur chronique. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des avancées non pharmacologiques et non interventionnelles pour aller améliorer votre environnement au quotidien et ainsi vous aider donc à améliorer votre bien-être. Donc, pour cette seconde partie, elle va être divisée en 6 sous-catégories. Donc, d'abord, on va voir qu'est-ce que ça inclut finalement une approche non pharmacologique et non interventionnelle. Également, quelles sont les composantes qui sont incluses dans la perception de la douleur. Et ensuite, on va voir donc la perception sensorielle, telle que l'olfaction, l'audition et la vision. Comment cette perception va pouvoir aller moduler, influencer notre douleur. Et puis, on finira par une brève conclusion. Donc ici, l'approche qui est privilégiée pour aller gérer la douleur chronique, c'est vraiment une approche qui est multimodale. Et ici, j'ai décidé de surtout me consacrer plus particulièrement à l'aspect non pharmacologique et non interventionnel, qui englobe différentes stratégies, telles que le programme d'autogestion, également une nutrition à partie spécifique, de l'exercice, de la méditation, ou encore des exercices de respiration. De plus en plus, il y a d'autres approches qui voient le jour, telles que la luminothérapie, la musicothérapie ou encore l'aromathérapie. Donc, si on s'intéresse ici à ces différentes stratégies en violet, ce sont des stratégies qui ont quand même fait leurs preuves en termes de gestion de la douleur chronique. Et vous allez pouvoir trouver des ressources sur le site internet gérermadouleur.ca. Ça va vous envoyer vers des articles qui ont été révisés par des scientifiques. Je voulais tout de même ici dire 2 mots concernant le programme d'autogestion. C'est un programme qui a été mis en place par le Réseau québécois de la douleur et par l'Université de Laval. Ça s'appelle Agir pour moi et vous pourrez en savoir plus également sur le site internet Gérer ma douleur. Également, il y a une conférence qui a été faite dans le cadre des Pain Talks en 2022 par Pascal Marillier-Deschênes et je vous invite à en prendre connaissance. Je mettrai le lien également dans la discussion. Ça pourra vous en apprendre davantage. Et juste donc, rapidement, c'est un programme qui a été créé par des personnes vivant avec de la douleur chronique et des professionnels de la santé. C'est vraiment ce qui va en faire un programme unique, c'est qu'il propose des leçons à thème et également des partages d'expériences. C'est un programme qui dure environ 2 mois et à chaque semaine, vous aurez des leçons autodirigées avec des thèmes différents. Vous allez pouvoir vous fixer des objectifs. Et je vous en parle ici parce que c'est vraiment un programme qui va aller inclure des stratégies non pharmacologiques et non interventionnelles. Si on s'intéresse maintenant à ces stratégies que je vous ai mentionnées précédemment, qui font un peu leur essor au cours de ces dernières années, donc la luminothérapie, la musicothérapie et l'aromathérapie, mais finalement, est-ce qu'il existe des preuves scientifiques de leur efficacité? Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer les composantes de la douleur. Qu'est-ce qui va permettre justement que notre perception de la douleur soit unique à chaque individu? Ça va nous permettre ensuite de mieux comprendre donc comment la perception sensorielle va pouvoir aller moduler notre perception de la douleur. Donc, notre cerveau est divisé en différentes régions qui vont être activées suite à des stimulations spécifiques. Par exemple, ici, dans le cas de la douleur, on va avoir ces 4 régions qui vont venir s'activer pour nous donner une perception de la localisation et de l'intensité de notre douleur. On parle de la voie sensoridiscriminative. En parallèle de cela, il y a d'autres régions du cerveau qui vont également être activées dans le cas d'une stimulation douloureuse et celles-ci vont plutôt être liées au côté émotionnel et au vécu, au passé de chaque individu. Cela va nous permettre de donner la perception de l'aspect désagréable de la douleur. On parle ici de la composante motivo-affective et cognitive. Donc, c'est vraiment ces 3 composantes ici, sensoridiscriminative, motivo-affective et cognitive, qui vont aller nous donner une perception vraiment unique pour chaque individu.
Donc, on va s'intéresser dans un premier temps à l'olfaction. Comment l'aromathérapie va pouvoir moduler notre perception de la douleur. L'hypothèse ici étant que des odeurs spécifiques permettraient de diminuer la perception douloureuse. Donc, l'aromathérapie, ça peut comprendre deux types de stratégies, soit l'utilisation des huiles essentielles en cutanée par massage, ou alors l'utilisation par inhalation. Ici, on va s'intéresser à l'inhalation des huiles essentielles. Donc, dans le cas de la perception olfactive, en fait, ici à gauche, je vous ai remis une partie du schéma précédent où on voit les différentes régions du cerveau qui vont être impliquées, qui vont être activées lorsqu'on parle de la composante motivo-affective et cognitive de la douleur chronique, donc plutôt l'aspect déplaisant. Et ici à droite, il s'agit des régions qui, elles, vont être activées lors de l'olfaction. C'est les régions qui vont être impliquées pour nous donner la perception des odeurs. Et on remarque qu'il y a une superposition de certaines de ces régions. On a des régions qui sont similaires entre la douleur chronique et l'olfaction. Et ce sont des régions qui sont impliquées dans les mécanismes de récompense et de la mémoire. On peut donc se demander est-ce que la modulation de la douleur finalement est envisageable grâce aux odeurs. Et il y a environ 30 articles scientifiques qui ont été publiés. Et en voici donc certaines de leurs conclusions. Une odeur plaisante va pouvoir mener à une augmentation de la tolérance à la douleur, c'est-à-dire que l'aspect désagréable de la douleur va être diminué. Également, il a été montré qu'un entraînement olfactif allait permettre une augmentation du seuil de douleur, c'est-à-dire qu'on allait pouvoir gérer une plus grande intensité douloureuse. Et également, il a été montré qu'une odeur déplaisante allait diminuer la tolérance à la douleur, donc renforcer le côté désagréable de la douleur. Ici, donc, les articles qui parlent particulièrement de patients atteints de douleurs chroniques concernent l'entraînement olfactif et l'odeur déplaisante. C'est pourquoi j'ai choisi de vous présenter un article de chacune de ces catégories. Donc, quand on parle d'entraînement olfactif, il faut savoir que c'est quelque chose qui est déjà mis en place pour aller restaurer les altérations olfactives. Et on s'est rendu compte que cet entraînement-là avait aussi des conséquences positives pour aller diminuer, par exemple, l'anxiété, la dépression. Puis ce sont des régions qui sont assez similaires avec les régions de la perception de la douleur. Donc, assez naturellement, les chercheurs se sont demandé si un entraînement olfactif pouvait peut-être aussi avoir une certaine implication pour aller mieux gérer la douleur chronique. Donc, en 2020, l'équipe de Dr Gostro en Allemagne a recruté des patients atteints de douleurs chroniques lombaires et les a divisés en deux groupes. Un groupe qui n'avait pas d'entraînement olfactif et un groupe avec un entraînement olfactif. On leur a donc demandé de sentir les odeurs suivantes, une odeur de rose, de vanille, de chocolat et de pêche pendant 4 semaines. Et avant et après cet entraînement, les scientifiques ont mesuré leur seuil de détection des odeurs, c'est-à-dire à partir de quelle concentration l'individu va être capable de détecter l'odeur. Le seuil de discrimination, c'est-à-dire à partir de quel moment la personne va être capable de dire que c'est une odeur différente. Et l'identification des odeurs, ça va vraiment être de nommer l'odeur sentie. Également, ils ont mesuré donc l'intensité de la douleur, donc le seuil de douleur suite à une stimulation. Leurs conclusions sont les suivantes. Donc, les patients atteints de douleurs chroniques qui étaient dans le groupe avec un entraînement olfactif ont vu une augmentation de leur seuil de douleur lors d'une stimulation douloureuse, c'est-à-dire qu'ils étaient capables d'avoir une intensité de douleur plus grande que sans entraînement olfactif. Dans le cas des patients qui n'ont pas eu d'entraînement olfactif, il n'y a pas eu d'effet sur leur seuil de douleur. Donc, c'est donc une stratégie qui est prometteuse comme complémentarité des méthodes de traitement plus traditionnelles, pharmacologiques et interventionnelles. Toutefois, donc, bien évidemment, plus d'études vont être nécessaires pour aller déterminer une efficacité sur le long terme et pour soulager d'autres types de douleurs chroniques. Également, je vous ai mentionné qu'une odeur désagréable pouvait avoir une influence sur la douleur. Donc, ici, c'est une étude en 2022 en Italie où les chercheurs se sont demandé est-ce que l'odeur déplaisante pouvait exagérer la douleur? Donc, ils ont recruté des patients atteints de douleurs chroniques, de stomatopyrose. Donc, c'est une douleur au niveau de la bouche
et ils ont évalué leur intensité douloureuse et l'aspect déplaisant de la douleur avant et après être exposés à une odeur déplaisante, à une odeur de poisson. Et ils ont rapporté ici que suite à cette exposition à une odeur déplaisante, il y avait une augmentation de 41% de l'aspect désagréable de la douleur, mais pas d'effet sur l'intensité. Donc finalement, c'est peut-être quelque chose que vous faites sûrement déjà de manière spontanée, mais là, vous avez comme une preuve scientifique pour aller supporter ça. Modifier son environnement, c'est vraiment important pour rester à l'abri des odeurs qui nous paraissent déplaisantes, parce que finalement, ça va aussi avoir un impact sur notre douleur. Si on s'intéresse maintenant à l'audition, est-ce que la musique pourrait aider à gérer la douleur? L'hypothèse ici étant que la musique permettrait de diminuer la perception douloureuse des patients. Eh bien, sur ce schéma ici, on voit donc les différentes régions qui vont être impliquées dans la perception de la douleur en rouge et ici, en bleu, les régions impliquées dans la perception de la musique. En violet, c'est la superposition des régions impliquées pour la perception de la musique et pour la perception de la douleur. On a donc des zones qui sont similaires et il se trouve que ce sont des zones impliquées dans la composante motivo-affective de la douleur, c'est-à-dire l'aspect désagréable. Donc, on peut se demander ici finalement si la musicothérapie serait un bon allié pour soulager la douleur chronique. C'est une étude qui a été menée en 2017 au Mexique. Ils ont publié une revue systématique, c'est-à-dire un résumé structuré de plusieurs articles scientifiques qui permet de dégager une conclusion commune à ces différents articles. Donc, 14 articles ont été inclus, chacun incluant des personnes atteintes de douleurs chroniques. Et ils ont abouti à ces résultats. Écouter de la musique va permettre de diminuer la douleur rapportée des patients, leur anxiété et leur dépression. Également, il y a un effet analgésique plus puissant avec la musique de leur choix, c'est-à-dire qu'une musique qu'ils vont trouver agréable va leur permettre d'aller diminuer leur douleur et ceci est plus efficace que lorsque c'est une musique qui va être proposée par les scientifiques. Également, il a été rapporté qu'environ 20 à 30 minutes par jour d'écoute seraient efficaces et recommandables. Donc finalement, c'est vraiment une stratégie qui est non invasive, peu coûteuse et qui pourrait être utilisée en complément des traitements conventionnels. Donc ici vraiment, ne vous privez pas de la musique que vous aimez puisqu'elle va peut-être pouvoir vous aider à aller moduler votre douleur. Et puis finalement, on va passer au troisième sens dont je voulais vous parler aujourd'hui, la vision. Est-ce que la luminothérapie pourrait aider à soulager la douleur chronique? L'hypothèse ici étant que des couleurs spécifiques permettraient d'aller diminuer la perception douloureuse des patients. Donc déjà, qu'est-ce que la luminothérapie? Eh bien, ça va être l'exposition à un type de longueur d'onde spécifique, c'est-à-dire à une couleur de lumière spécifique. En général, on va utiliser un éclairage de type LED, donc les éclairages qu'on a aussi à la maison. Et c'est bien parce que ça permet également qu'il n'y ait pas de génération de chaleur. Donc, je vais ici vous parler de la luminothérapie par la voie visuelle. C'est une étude qui a été menée en 2020 en Arizona. Ils ont recruté des patients atteints de fibromyalgie et ils les ont exposés soit à de la lumière blanche ou à de la lumière verte. Et les scientifiques ont évalué la qualité de vie et l'intensité douloureuse de ces patients au bout des 10 semaines, à chaque 2 semaines. Et ils ont remarqué que le groupe qui était suivi avec de la lumière blanche, il n'y a pas eu d'effet sur leur douleur. Par contre, les patients qui étaient exposés à de la lumière verte, là, il y a eu une diminution de l'intensité, de la fréquence et de la durée de leur douleur. Toutefois, il y a encore assez peu d'études sur le sujet. La majorité se base sur la couleur verte pour diminuer la douleur par voie visuelle, mais c'est vraiment une approche qui est prometteuse comme complément des méthodes traditionnelles. On peut alors se demander finalement comment on peut expliquer cette modulation de la douleur par les sens. Il n'y a pas encore de raison consensuelle pour expliquer cela. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises et il y a différentes stratégies de recherche qui sont mises en place pour y répondre. L'une des hypothèses serait qu'un dialogue s'établit entre les différentes parties du système nerveux central. Donc, suite à une stimulation sensorielle, on va avoir l'arrivée du signal au niveau des zones du cerveau concernées par cette perception sensorielle. Puis,
il va y avoir un dialogue qui va venir s'établir entre donc les régions de la perception sensorielle et des régions situées au niveau du tronc cérébral qui, elles, sont spécialisées dans la modulation de la douleur. Donc, suite à ce dialogue entre ces différentes régions, la région située au niveau du tronc cérébral va alors pouvoir prendre une décision, celle de court-circuiter le phénomène de la perception douloureuse et ainsi d'aller diminuer cette douleur. Une seconde hypothèse concerne la distraction, c'est-à-dire que le fait de venir donner une autre tâche, un autre type de stimulation à notre cerveau, ça va venir le distraire finalement pour qu'il s'occupe moins de la douleur. Bien évidemment, il y a certaines nuances à apporter à cette modulation. Le fait notamment que la majorité des études concernent des sujets sains soumis à des stimulations douloureuses, il va donc être nécessaire de compléter les études avec des personnes atteintes de douleurs chroniques. Également, la modulation semble être propre au type de douleur chronique. Par exemple, il y a des migraines qui peuvent être déclenchées par les odeurs ou encore la luminothérapie semble ne pas avoir d'effet sur la douleur chronique lombaire. Donc là encore, il va falloir aller poursuivre les études pour démêler tout ça. Et la modulation par les sens semble être une stratégie quand même assez subjective, puisqu'elle va impliquer aussi l'aspect affectif et cognitif de la douleur. Par exemple, une musique déplaisante n'aurait pas d'effet sur la douleur, mais on s'entend que on ne va pas tous percevoir le côté plaisant ou déplaisant de la musique de la même façon. Donc finalement, que faut-il retenir de cette seconde partie? Eh bien que améliorer son environnement peut aider à mieux gérer sa douleur. Ce sont des compléments qui sont prometteurs, peu coûteux, faciles à mettre en place, mais toutefois, il y a des études à compléter pour déterminer l'efficacité pour chaque type de douleur chronique. Donc ici vraiment, puisque la perception de la douleur est un phénomène unique, comme chacun de vous, alors personnaliser votre environnement pourrait vous aider à mieux la gérer. Ici, ce sont les différentes références que j'ai utilisées pour construire cette partie. Et nous tenons avec Daniel à remercier le RQRD et le RQECD pour cette belle opportunité, ainsi que la QDC évidemment. Merci à vous tous pour votre présence aujourd'hui. On va être là pour répondre à vos questions. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous pensez à d'autres questions par la suite. Merci.